Eric Malbos. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter un domaine passionnant, celui de la réalité virtuelle et dans le cadre psychothérapeutique, c'est-à-dire comment on utilise ce support, ce média pour traiter les patients qui souffrent de troubles mentaux. Vous pouvez être fiers car le terme réalité virtuelle a été inventé par un Français, Antonin Artaud, qui était metteur en scène. La définition actuelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il s'agit pour la réalité virtuelle d'un ensemble de technologies, ordinateurs, trackers, casques, qui permet aux individus d'interagir en temps réel, efficacement et de manière intuitive avec un environnement en 3D, et ceci à l'aide de ses sens naturels et de ses compétences. Un concept clé qu'on retrouve dans la réalité virtuelle, c'est la sensation d'être là. Vous êtes dans un autre environnement, un environnement qui n'existe pas, qui a été construit par des hommes, par des ordinateurs, et pourtant vous avez l'impression d'exister. Vous pouvez aussi vous poser la même question dans la réalité. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous existez maintenant, au Théâtre Liberté? Vous y réfléchirez cet après-midi. Voilà, évidemment, il y a une très grosse évolution technologique. Les premiers casques, en fait, fonctionnaient avec des ordinateurs gigantesques, de la taille d'un immeuble. On le voit ici suspendu, en fait, l'ordinateur prend tout l'étage supérieur. C'était dans les années 60, donc vous voyez que c'est déjà assez ancien tout de même. Évidemment, les compagnies aériennes et l'armée se sont emparées de ce principe pour entraîner leurs pilotes, et la NASA pour entraîner ses astronautes. Ça, c'est le matériel que vous pouvez trouver aujourd'hui si vous voulez plonger des personnes dans des environnements de synthèse que vous avez créés, et c'est ce qu'on utilise à l'hôpital pour traiter ces patients. Vous avez aussi un autre principe qu'on utilise en ce moment donc à Lumini, qui est le cave. Là, vous ne portez même pas de casque, c'est la pièce entière qui est un écran géant. Chaque mur est un écran. Et vous voyez ici, c'est une personne qui a peur des hauteurs. Regardez bien sa position. Elle est effrayée par la situation, car là, on le voit à peu près, elle traverse un pont de bois au-dessus d'un vide de 50 mètres. Et non, il n'y a pas de pic, hein. Mais déjà, ça suffit pour lui faire peur. Voilà, donc le matériel classique, c'est à peu près ça. Donc le casque, etc. Pour ce qui est des logiciels, alors évidemment, là aussi, il faut remonter relativement loin, hein, à la fin des années 70, parce que certains d'entre vous ont joué à ce jeu. Et voici les jeux qui ont suivi. Hein. Le graphisme a évolué, c'est magnifique, hein, les nuages, les avions, c'est superbe. Hein, je suis sûr que vous êtes en extase devant un tel graphisme. Et oui, c'est une montgolfière. Et voilà. On voit l'évolution avec la 3D isométrique, avec Zaxxon ici. Donc là, il devient un programme dans la 3D, dans l'association d'espace. Et on continue avec, sur Amstrad, Bruce Lee. Donc là, déjà, les personnages sont plus reconnaissables. Hein. On voit nettement ici Bruce Lee, hein, bien sûr. Et regardez, les montagnes enneigées, il y a beaucoup plus de détails. Hein. C'est déjà plus chatoyant. On passe à Shadow of the Beast. Vous voyez bien qu'ici, il y a déjà un net progrès. On distingue bien mieux le personnage. Il y a des scrollings, c'est-à-dire que le paysage défile sur plusieurs dimensions. Donc déjà, c'est plus attrayant à l'œil, mais c'est pas encore réaliste. Ça, si vous êtes dedans, vous n'allez peut-être pas y croire. Et bien sûr, l'inénarrable Street Fighter, sur lequel on a tous passé des heures, qui était déjà beaucoup plus détaillé au niveau des textures. On voit, vous voyez, de l'ombre, on voit de la profondeur, le fameux mode 7 qui permet de scrolling différentiel de la profondeur. Donc on évolue. La 3D fait là réellement son apparition avec Resident Evil sur PlayStation. Donc là, on voit que les personnages sont en 3D. Donc là, vous évoluez dans un environnement qui est nettement plus détaillé et avec encore plus de profondeur. Mais malgré tout, vous voyez que c'est pas encore très, très fin. Shenmue sur Dreamcast, donc là vous pouvez voir que c'est déjà bien plus détaillé encore, avec des textures qui sont beaucoup plus fines, des personnages qu'on commence à vraiment bien reconnaître. Alors là c'est Flower, donc là c'est pour vous montrer que les jeux c'est pas toujours de la violence, vous contrôlez en fait une brise, et cette brise va en fait tourbillonner, et ainsi vous pouvez détacher les pétales de fleurs et contrôler les pétales de fleurs dans un pré. Vous voyez, à ceux qui pensent que les jeux vidéo sont violents. Là, nous avons donc les derniers jeux, hein, avec Uncharted. Regardez bien comme c'est magnifique maintenant le niveau de réalisme par rapport à ce que je vous ai montré avant. Hein. On voit bien son ombre, même les pas en fait, qu'il a laissé les empreintes sur le sable, le détail au niveau des textures, les ombres portées, le détail au niveau des personnages. Donc c'est
maintenant c'est très réaliste. Donc en résumé, 1982, Pitfall 2 d'Activision, regardez bien, hein, ça c'est un sacré jeu d'aventure, vous êtes là, c'est un chacal très dangereux, il a l'air furieux, la forêt qui est luxuriante, hein, magnifique, et on passe 30 ans plus tard, regardez bien, à Uncharted, c'est évidemment la différence, c'est énorme. On voit les progrès gigantesques qui ont été faits en termes de réalisme dans ce domaine. Et c'est ce qu'on va exploiter dans la réalité virtuelle parce que notre but est de faire croire aux patients que ce qu'ils voient est réel pour déclencher des émotions. Donc les programmes, c'est des programmes de réalité virtuelle. Alors vous pouvez utiliser des programmes maison, vous pouvez utiliser des programmes de jeux vidéo si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou vous pouvez utiliser des programmes pro qui sont beaucoup moins abordables. Après, vous pouvez créer donc avec des logiciels 3D différents types d'objets. Là, j'avais créé à partir, c'est en Australie, hein, à partir du métro australien, j'avais créé ce modèle car j'avais des patients qui avaient peur de prendre le métro. Vous voyez, j'avais pris les échelles, etc. Très, très drôle, hein, avec mon maître devant tout le monde à la gare. C'était pas mal. La réalité virtuelle donc, est utilisée dans de nombreux domaines, chez les militaires pour l'entraînement, la nanochimie, les chirurgiens pour les entraîner, les jeux vidéo, l'ingénierie et le design. Dans mon domaine, c'est en psychiatrie qu'on l'utilise. Alors en psychiatrie et en psychologie et en psychothérapie, donc on l'utilise principalement pour les troubles anxieux, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, stress post-traumatique. Mais il commence à y avoir des études pour les troubles des conduites alimentaires, les addictions et même la schizophrénie, hein, ce qui paraît un peu inconcevable parce que le schizophrène et la réalité, ça peut être un peu difficile. Donc ça, c'est les pathologies qu'on traite régulièrement avec la réalité virtuelle. Alors la claustrophobie, l'arachnophobie, la peur de prendre l'avion, le stress post-traumatique, si jamais vous êtes attaqué par un dinosaure, ce qui arrive souvent. Là, ça concerne les entrepreneurs, hein, la peur panique de la bourse, évidemment. Il faut le traiter, ça aussi, hein, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais après, il faut passer derrière au niveau psychologique. L'entrepreneur, j'en vois. Hein. Voilà, donc en quoi, quel est l'intérêt en fait? Alors le problème évidemment quand vous avez une phobie, c'est que vous évitez ces lieux, donc les personnes ne prennent pas l'avion, ne prennent pas l'ascenseur, bon, ils prennent l'escalier, c'est bon pour leur corps, mais bon, si c'est 30 étages, voilà. Donc il y a un impact très important au niveau social, hein. Si vous êtes très timide, que vous avez une phobie sociale et que vous n'allez pas à un rendez-vous romantique, eh bien vous n'allez pas pouvoir sortir avec cette belle actrice dont vous rêviez, etc. Donc évidemment vous avez les traitements que vous pouvez utiliser, hein, les benzodiazépines, la machine à bonheur, etc. Mais les effets sont sur le court moyen terme, car dès que vous arrêtez ces traitements, eh bien, vous rechutez. C'est l'intérêt de la psychothérapie. Dans le cadre de la thérapie cognitivo-comportementale, on expose donc le patient à ce à quoi il a peur, mais de manière progressive. Si vous avez peur de prendre l'avion, eh bien on va faire un petit vol Marseille-Corse, par exemple. On ne vous fera pas un Marseille-Australie, par exemple. Là, vous traumatisez votre patient. Hein. C'est fini, il ne reviendra plus chez vous. Donc voilà, le problème, c'est que créer ainsi, en exposition de niveau, donc c'est ce que je disais, vous vous exposez. Le problème, c'est que dans la réalité, vous avez du mal à contrôler les événements. Est-ce que vous pouvez contrôler une cohue dans un supermarché? Est-ce que vous pouvez contrôler les turbulences dans le ciel? À moins qu'il y ait un dieu parmi vous, et ça, il faudra en discuter. C'est impossible. Voilà. Le problème aussi, c'est que si vous accompagnez votre patient prendre l'avion, ça coûte très cher. Bon, s'il est très riche, hein, si vous êtes le psychothérapeute d'une star, ça peut être une solution. Hein. Mais tous vos patients ne seront pas des stars et n'auront pas les moyens de vous payer pour vous prendre l'avion avec eux, par exemple. Donc il y a un problème temporel, vous perdez beaucoup de temps, et il y a un problème financier en termes de coûts. Donc ce n'est pas réalisable. Alors, les événements incontrôlables dont je vous ai parlé, ça peut être un problème évidemment de monde. Hein. Si vous accompagnez votre patient dans le métro et que ce jour-là, il y a beaucoup de personnes, eh bien c'est fini. Là, vous le traumatisez, là, vous aggravez sa phobie. Hein. Si il y a des turbulences en avion, là c'est pareil. Ou si vous l'emmenez dans un ascenseur pour qu'il s'entraîne, pour les claustrophobes par exemple, hein, ceux qui ont peur des lieux fermés et qu'il y a une panne technique, c'est fini aussi. Là, vous créez une attaque de panique. Donc on a des problèmes à contrôler la réalité. Hein. Donc c'est ce que propose justement en fait la réalité virtuelle, car avec la réalité virtuelle, c'est vous qui contrôlez la réalité. Vous appuyez sur un bouton, il y a un peu de monde, un autre bouton, il y a beaucoup de monde, encore un bouton, il y a une turbulence, etc. Donc l'idée c'est que vous remplacez la réalité par des stimuli qui sont artificiellement créés par l'ordinateur. Donc là on voit cette personne qui porte le casque de réalité virtuelle que nous avons utilisé pour notre étude. Vous voyez qu'elle est isolée en fait de l'extérieur finalement, hein, de façon à l'immerger complètement dans cet environnement virtuel. La toute première étude qui a été faite dans ce domaine est de 92 quand même, hein, plus de 20 ans, sur la peur des hauteurs, hein, l'acrophobie. Le but, tout comme en exposition classique, en exposant le patient de manière progressive bien sûr, eh bien, vous arrivez ainsi à l'extinction de la peur.
L'avantage, c'est que du coup, c'est contrôlé, c'est confidentiel parce que vous êtes dans le bureau, vous pouvez faire une meilleure graduation des environnements, vous pouvez répéter sans cesse l'expérience. Si vous voulez un Marseille-Los Angeles en réalité virtuelle, vous pouvez le faire 10 fois si vous voulez, c'est aucune importance. Vous pouvez le monitorer évidemment en mettant des détecteurs qui vont mesurer le rythme cardiaque si vous vous intéressez aux mesures physiologiques. Il y a une meilleure motivation, c'est sûr que la personne va dire « Ah ouais, ça a l'air d'être un jeu vidéo, c'est génial, allons-y ». Alors que si vous vous dites, eh ben, là vous allez devoir rentrer dans un vrai ascenseur, la personne est déjà moins enthousiaste. Et comme je vous l'ai dit, il y a une réduction du temps consacré et du coût, évidemment. Il y a déjà de nombreuses études qui ont montré l'efficacité de la réalité virtuelle en fait, dans le domaine de la psychothérapie, notamment pour ces pathologies, donc la peur de conduire, la peur des araignées, la peur de la foule, la peur des hauteurs, depuis déjà un bon moment. Alors, il y a des domaines plus expérimentaux, comme justement les TOC. Alors, le problème des TOC, c'est que ça varie d'une personne à l'autre. Alors, créer un environnement pour une seule personne, ça, c'est pratiquement impossible, pour l'instant en tout cas, à moins de faire des patients des créateurs, ce qui arrivera peut-être dans le futur. Hein. Mais il y a quand même déjà quelques études qui ont montré l'efficacité, notamment dans l'obsession de l'ordre et du rangement. Le stress post-traumatique, il y a de grandes études qui ont été faites par les Américains sur les vétérans de la guerre du Vietnam, et qui ont montré que c'était très efficace. Les patients étaient moins anxieux. Plus récemment en Irak, et aussi pour les traumatisés du 11 septembre, ce qui représente une grande population. Voilà, donc on parlait d'aliments sans gluten, avec gluten certes, mais vous avez en tous les cas des anorexiques, des boulimiques, il faut pouvoir les traiter, et ils ont des problèmes de représentation de l'image corporelle, des problèmes qui sont liés aux stimuli, voir un gros pot de Nutella, c'est toujours bien tentant. Donc du coup, vous allez les exposer à ces situations, donc des placards remplis de Nutella, en 3D bien sûr, et également vous allez les aider à changer leur façon de percevoir leur corps avec des représentations en 3D de leur corps. Et ça fonctionne, hein, ça a été démontré sur une étude de 120 sujets. Enfin, c'est des fumeurs parmi vous, eh bien, c'est utilisé également dans le domaine de l'alcoolisme et de la consommation donc, de nicotine. Même principe, vous exposez le sujet à des stimuli qui vont les tenter, qui vont les pousser à fumer, hein, donc le bar, la cuisine, le restaurant, la plage, conduire la voiture, etc., la pause café. Et ainsi, vous leur apprenez et vous les entraînez à ne pas fumer justement dans ces situations virtuelles. Et après, ils appliquent ça à la réalité naturellement, parce que c'est ça l'intérêt après. C'est d'appliquer les principes à la réalité. Donc les différentes études ont démontré qu'il y avait une diminution du craving. Le craving, c'est l'impulsion de vouloir consommer le produit addictif, hein, l'impulsion de vouloir fumer, etc. Voilà, pour les schizophrènes, alors là, c'est très très expérimental, il faut être très très prudent, parce qu'ils ont tendance à confondre la réalité avec la virtualité. Alors si en plus vous les mettez dans un environnement virtuel, alors là c'est fini, c'est Jack Nicholson. Donc très important, on commence à avoir des études, mais qui se font essentiellement dans le cadre des compétences sociales. Comment discuter avec un avatar virtuel pour après l'appliquer dans la vie, comment discuter avec une vraie personne. Et il y a une amélioration démontrée des compétences sociales, mais ça reste encore très expérimental. Les inconvénients, il faut en parler aussi quand même, il faut être objectif. Le cyber sickness, parfois les gens ont un peu le mal des transports, s'ils bougent trop vite dans la réalité virtuelle. Les myopes aussi peuvent avoir des problèmes pour les myopies très sévères. Les épilepsies photosensibles, comme les japonais avec les jeux vidéo, qui avait une crise chez les enfants. Il y a un problème générationnel parfois, hein. Les personnes très âgées peuvent avoir des difficultés pour l'utiliser. Et enfin, pour l'instant, ça reste encore confiné aux laboratoires, aux universités, aux grands instituts. Il est temps que maintenant tout le monde puisse utiliser la réalité virtuelle. Alors je vais voir si je peux faire fonctionner la vidéo. Je vais vous commenter donc cette représentation artistique du protocole de réalité virtuelle qu'on a mis en place pour traiter les patients qui sont agoraphobes, donc peur du métro, peur de la foule, peur de prendre l'avion, peur des parkings souterrains. C'est une représentation artistique, bien sûr, du patient, c'est pas le vrai patient, hein, comme vous aurez remarqué. Quand on recrute des patients, c'est une étude scientifique, donc il faut être particulièrement sérieux et très systématique quand on fait ces études, parce qu'après il faut les publier, etc. Donc d'abord, on a fait une évaluation par téléphone pour voir s'ils étaient effectivement agoraphobes. Est-ce que vous avez peur de conduire? Est-ce que vous avez peur de ceci? On a recherché les critères d'exclusion dont je vous ai parlé, l'épilepsie, la myopie sévère, et on a fait le diagnostic d'agoraphobie. En faisant tout ça, nous avons obtenu 18 patients. Nous les avons ensuite divisés en deux groupes, réalité virtuelle seulement et réalité virtuelle avec thérapie cognitive.
Donc on avait ainsi 9 patients de chaque côté, et ces patients vont pouvoir utiliser tous les deux la réalité virtuelle et donc être exposés à des environnements virtuels de lieux qu'ils craignent, hein, avions, métro, parking souterrain, lieux fermés. Donc voilà, avant de faire tout ça, on va chercher à mesurer la sévérité évidemment de leur pathologie. Ça, c'est le médecin, le psychologue, le psychiatre, le chercheur, qui est très, très sexy, hein, et que vous pouvez reconnaître avec le symbole psy. On fait un pré-test pour évaluer la sévérité de la pathologie, à quel point ils sont agoraphobes, parce qu'il faut qu'on puisse le mesurer ça avant de les traiter. On a aussi mesuré leur rythme cardiaque. Ça permettait ainsi aux thérapeutes et aux chercheurs de voir directement, pendant la thérapie, leur rythme cardiaque. Ce qui est très important, hein, parce qu'évidemment, en cas de stress, le rythme va augmenter. Dans ce groupe-là, il y avait la thérapie cognitive qu'on faisait donc avant l'exposition, c'est-à-dire que c'est un principe qui vous aide à gérer votre stress, votre anxiété, et qui vous permet également de comprendre que l'anxiété peut être liée à des problèmes de pensée et de représentation. Donc on aide le patient à modifier ses pensées. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est encore, comme on parlait tout à l'heure, voir out of the box, ou différemment les choses. Et une fois que c'est fait, alors le thérapeute peut débuter la thérapie, demande à la patiente de mettre, agoraphobe, hein, de mettre son casque de réalité virtuelle. On le voit ici. Alors, le mouvement se fait en fonction des mouvements naturels, mais pour avancer, à moins que vous fassiez votre expérience dans un stade de foot, votre patient va toucher le mur. Donc il faut que la fonction d'avancer et de reculer se fasse avec un joystick. Mais le reste des mouvements est parfaitement naturel, comme vous allez le voir. Voici les environnements qu'on a créés donc, pour ces patients agoraphobes. Vous voyez que les mouvements de la tête vont guider en fait l'image, qui se déplace de manière synchrone avec les mouvements du corps et de la tête grâce au tracker. Donc si la personne regarde en haut, elle va voir les nuages. Si elle regarde en bas, eh bien, elle va voir, bien sûr, ses pieds, et très important, son ombre, qui est un très gros facteur de réalisme. Si vous ne voyez pas votre ombre, vous n'y croyez pas. Hein. Une fois que c'est fait, donc, le joystick va servir à avancer et reculer, comme je vous l'ai précisé. Donc un bouton pour avancer, un bouton pour reculer. Alors la solution à ça, c'est les tapis roulants multidirectionnels. Donc s'il y a des inventeurs parmi vous, allez-y, ça m'intéresse très fortement. Donc voici un premier environnement qu'on a fait qui a pour but d'aider le patient à se familiariser. Donc vous voyez, c'est vivant, il y a des oiseaux, il y a des nuages, il y a d'assez jolies textures, il y a des objets variés, il y a des avatars très importants, hein, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être présent dans l'environnement. Et on passe maintenant aux environnements thérapeutiques. Alors ces patients agoraphobes ont peur de prendre les ascenseurs. Donc du coup, on a créé des ascenseurs de 3 tailles différentes. Vous voyez l'idée de progression ? Donc le thérapeute peut appuyer sur le bouton et des avatars peuvent rentrer ou non, selon ce qu'il décide, avec le patient. Le patient peut décider ou non d'appuyer sur le bouton et il arrive ainsi au bar, au sommet. Le thérapeute voit en direct ce que voit le patient en même temps, donc il peut le guider justement et lui rappeler les différents principes de la thérapie. Les agoraphobes ont très peur des supermarchés, donc du coup on a fait un supermarché avec toutes les procédures, on peut acheter du Nutella, des céréales, etc. Avec gluten, hein, bien sûr. Et on peut faire la queue, ce qui est terrible pour les patients agoraphobes, parce qu'ils ont souvent des attaques de panique quand ils font la queue. Voilà. Ensuite, les environnements suivants, c'est le désert, car il s'agissait de patients australiens, donc ils avaient peur du désert australien. Si vous êtes déjà allé, pour eux, c'est très flippant de se retrouver seul dans le désert, sans personne, sans rien. Donc on avait aussi fait des ponts, puisqu'ils ont très peur des ponts. Il y avait 3 ponts donc, de tailles différentes, hein, toujours l'idée de progression. Le métro, qui est un lieu terrible pour eux, parce que c'est souterrain, parce que c'est petit, parce que c'est confiné, parce qu'il y a du monde. Donc ça, c'est infernal pour eux. Les procédures sont encore reconstituées, hein, acheter le ticket, passer les bornes. Le métro arrive, ils doivent le prendre. Le thérapeute peut contrôler le nombre de personnes présentes dans le métro. Évidemment, ce sera plus facile pour le patient s'il n'y a personne. Après, si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez augmenter le nombre de personnes. Et vous pouvez aussi simuler une attaque de panique en donnant un flou visuel. Souvent, quand on est très angoissé, on a des flous, on a des effets symptomatologiques. On peut rajouter aussi un effet de tunnel ou également des bruits de battement cardiaque. Tout ça pour exposer le patient à l'anxiété, c'est ce qu'on veut. Mais attention, avec douceur, bien sûr. Les parkings souterrains, terrible, ça va de plus en plus étroit, c'est sombre. Donc ça aussi, c'est un très bon environnement pour les patients qui sont claustrophobes ou agoraphobes. Le cinéma, la procédure est encore complète, le patient fait la queue de nouveau, doit acheter son ticket, s'assoit, est très difficile au milieu de la rangée car il est bloqué avec les autres spectateurs. Donc en cas d'angoisse, en plein milieu du film, il ne pourra pas sortir. Et il y a un vrai film à l'intérieur de ce cinéma virtuel. Vous êtes encore avec moi ?
L'avion, alors là c'est un très grand classique, la peur de prendre l'avion, c'est très fréquent, hein, et des compagnies aériennes ont beaucoup investi là-dedans. Donc vous pouvez contrôler le nombre de passagers, c'est plus difficile s'il y a plus de monde. Vous pouvez contrôler toutes les procédures, décollage, atterrissage, présence de turbulences. Et donc votre patient est ainsi exposé à cette situation qui est très difficile à reconstituer dans la réalité. Alors le soleil est présent, il descend, vous avez de l'ombre portée, vous avez le nuage qui défile, vous avez les panneaux qui vont s'allumer avec des annonces. Et en même temps, donc, on monitore également les paramètres physiologiques tels que les battements cardiaques. Le stade ultime du traitement de l'agoraphobie, c'est la conduite automobile sur autoroute. Donc c'est ce qu'on avait utilisé chez ces patients agoraphobes, où on les avait invités à conduire. Oui, alors c'est à gauche parce que c'est l'Australie, bien sûr. Et le plus terrible pour eux, c'est le plus extrême, attention, c'est l'embouteillage dans un tunnel. Attaque de panique garantie. N'utilisez jamais cet environnement-là en première session, hein. Sinon, c'est l'arrêt cardiaque. Voilà, donc l'expérience ainsi et l'exposition en réalité virtuelle est terminée. Votre patient va pouvoir ainsi retirer son casque de réalité virtuelle. Alors, on a cherché à mesurer les effets après, parce qu'on a mesuré les effets avant, et on va s'intéresser aux effets qui sont mesurés après pour faire une comparaison et pouvoir ainsi témoigner d'une amélioration significative. Ce qui était le cas de ces patients. Donc on a fait un post-test et tous ces patients ont une diminution significative de leur anxiété, une diminution de leur dépression et une augmentation de leur qualité de vie. Et très important, dans la réalité, ils ont pu affronter ces vraies situations. Donc il y a un effet de généralisation qui s'est produit dans la réalité. Je vais arriver directement à la conclusion parce que je vois que j'ai plus de temps. La conclusion, c'est qu'on est maintenant bien au point en réalité virtuelle. Ce qu'on attend, c'est la généralisation de la réalité virtuelle, c'est-à-dire la généralisation du support, de sorte que vous ayez chacun un casque de réalité virtuelle chez vous. Et c'est ce qui va arriver avec les casques de la prochaine génération, comme l'Oculus Rift, ou comme Sony qui va sortir son Morpheus, qui seront à 300-400 €. Ça veut dire que ce média sera chez vous, donc à la portée de tout le monde. Et du coup, la psychothérapie, l'entraînement, pourra se faire à domicile, pas seulement à l'hôpital. Chacun d'entre vous pourra utiliser ses capacités pour s'entraîner au sport, à la culture, visiter les musées de par le monde virtuel et aussi donc traiter les patients à domicile. Je vous remercie.